là. C'est bon, on est OK. Je suis Maïté Cohen, je suis chargée de projet à la Seine et merci d'être là. On est en petit comité, mais c'est très bien, on pourra échanger. Je voulais juste préciser que en fait, cette rencontre, elle s'inscrit dans une série d'échanges qu'on a envie d'organiser avec la Seine sur différentes thématiques. Vous avez peut-être vu passer, on a fait quelque chose sur la médecine du travail il y a quelques mois, et puis au mois de mars, dans cette même salle, sur la transformation numérique. Donc voilà, on continue. Si vous avez des thématiques ou des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera de le prendre en compte. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a demandé à Madame Beraka Myriam d'intervenir, et je la remercie d'avoir accepté, parce qu'en fait, on voulait quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de monter les dossiers de demande à la retraite. Voilà. De sa formation comptable et de son expérience en cabinet de comptabilité, on s'est dit que c'était la personne idéale qui connaît en plus le territoire. On a tous compris qu'il y avait la théorie, et après, il y a la pratique, quand on doit un petit peu, excusez-moi l'expression, mais aller au charbon. Voilà. Et dernière chose, je sais que vous le savez déjà, aujourd'hui, ce soir, l'idée, c'est pas de savoir si la dernière réforme de la retraite, c'est une bonne chose ou pas, est-ce qu'il fallait reculer l'âge ou pas. On n'est pas là pour faire ce débat. Je laisse la parole à Myriam, que je remercie encore de son intervention. Merci Maïté. Alors pour moi c'est une première. Merci d'être là, mes fidèles supporters. Donc moi la retraite, ça fait 10 ans que je fais de la retraite. Hein. Ça fait 3 ans avec le Covid où j'ai passé des formations, j'ai mes certifications retraite. Je fais pas ça à la légère. J'ai quand même un historique avec des formateurs derrière, on est tout un pôle où on s'accompagne sur l'évolution, justement, sur cette fameuse réforme qui n'est pas le débat ici. Hein. Ici, c'est vraiment d'être sensible au fonctionnement de la retraite. Hein, certains, on a déjà échangé, mais ça reste quand même, j'imagine, très superficiel, très théorique. Et d'un dossier à l'autre, on n'a rien à voir. Il y a un dossier, ça va être de l'inaptitude, on part plus tôt, de la carrière longue, rien à voir. Vous ne pouvez pas dire, tiens, ma copine elle est partie, elle a 1000 euros, moi je pars, j'ai que 800, pourquoi? Vous n'avez pas la même carrière, tout simplement. D'accord? Hein? Donc on va pouvoir commencer. Donc Myriam Beraka, on est d'accord? Avec mes coordonnées, on reviendra dessus. Donc ça va être le contenu de nos 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc on va parler du système de retraite français, des différents droits, donc en fonction de l'âge, la notion du taux plein, l'évolution de la réforme de 2023, comment se calcule la retraite, hein, la retraite de base, la retraite complémentaire, les bonus-malus de la GIRCARCO, l'incidence de la situation familiale, les réversions, hein, s'il y a lieu, les carrières longues et le cumul emploi-retraite. Et puis on évoquera quelques cas divers, hein, pour voir si vous avez bien compris ce dont je vous ai parlé pendant les 45 minutes. Hein, après, il y a de la théorie, il y a de la pratique, donc il faut suivre. Et n'hésitez pas à me poser des questions hein, si je vais trop vite. Et globalement, vous parlez de la retraite salariale? Oui, principalement. Ouais. En général, quand on parle de retraite en France, on parle de la retraite salariale. Oui, mais on va le gouvernement, dernièrement, les communications, c'est que la retraite salariale. Et la plupart beaucoup de Français ignorent que le premier âge d'accès à la retraite pour des indépendants ou des commerçants, c'est 65 ans. Le premier âge? Oui. Non, c'est 62 ans, mais on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Non, mais pour les commerçants et les artisans et le reste. C'est 62 ans, après il y a les professions libérales, où en effet on est sur du 65 ans. En tous les cas, mais sur des professions libérales. Je n'ai jamais réussi à avoir ma retraite avant 65 ans. On en parlera off après. On en parlera off, je vais vous dire. Vous n'allez pas parler du tout de la retraite des indépendants? C'est dedans, vous inquiétez pas. Hein? Non, donc on va commencer par un petit quiz. Comme on est en comité restreint, c'est super le petit quiz. Donc la première question, est-il possible le 15 décembre de demander sa retraite au 1er janvier qui suit? Donc le 15 décembre 2023, je veux partir à la retraite le 1er janvier 2024. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Allez. C'est un peu rapide ça, non? c'est rapide. Non. C'est oui ou c'est non? Non. C'est non. Eh bien c'est oui. Je suis désolée. Voilà. Pourquoi je vous dis oui? C'est qu'en effet, la demande, on conseille de faire la demande dans les 4 mois qui précèdent. Mais rien n'empêche de la faire le 29 décembre, et je peux vous dire pour l'avoir fait, hein, le 29 décembre pour le 1er janvier. Par contre, attendez-vous à être payé au mois de juillet.
mais on vous devra depuis le 1er janvier. D'accord. Donc ne vous focalisez pas en disant on est là le 1er novembre, je veux partir à la retraite le 1er avril, donc j'ai bien mes 5 mois de dépôt de dossier. Non, non, 1er janvier, même 1er décembre, pourquoi pas, ça m'est arrivé. Hein. À condition de n'avoir eu qu'un seul régime. De quoi À condition de n'avoir eu qu'un seul régime. Mais non, tout est possible. Tout est possible. Par expérience, je peux vous dire que c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est rien qu'une histoire de délai. Moi, je dis à mes clients, si vous avez quoi subvenir à vos besoins entre le 1er janvier et le 30 juin, hein, parce que vous êtes peut-être éligible au cumul emploi-retraite, donc vous prenez votre retraite, elle sera payée au mois de juillet, donc sur 6 mois, mais au 1er janvier, vous repartez sur un nouvel emploi. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est des idées qu'on a, c'est des idées reçues, et malheureusement, je suis là un peu pour les démonter, je suis désolée. D'accord? Hein, et ce qui s'est passé peut-être en 2015, c'est peut-être plus d'actualité maintenant aussi. On est en 2023 parce que vous êtes, je pense, d'une ancienne réforme. Je pense. D'accord. Est-il obligatoire de demander toutes les retraites, y compris les retraites complémentaires par répartition, si l'on prend sa retraite à 60 ou 62 ans? Donc il y a la retraite de base, la retraite complémentaire. Est-ce que je peux prendre celle de base et pas celle complémentaire? Oui ou non? Non. Eh bien si, je peux prendre ma retraite de base, ma retraite complémentaire, je la laisse pour mes 65 ans. Et c'est notamment le cas des professions libérales qui pourraient être à taux plein. Sur la retraite complémentaire, par contre, il faut peut-être attendre 65 ans, et notamment la retraite des cadres. C'était une particularité de la tranche C, 65 ans. D'accord? Donc, on peut très bien prendre celle de base et pas prendre la complémentaire. Je ne vois pas spécialement l'intérêt, mais pourquoi pas? La retraite de base CARSAT, l'assurance retraite se calcule. Alors, la retraite de base se calcule sur les revenus des 25 dernières années. Oui ou non? Oui. Non. C'est tout bête. Hein. C'est pas les 25 dernières, c'est les 25 meilleures. Ah oui, il y a même C'est bête, hein, mais meilleures. Oui, c'est les meilleurs, ouais. Donc, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui avait pendant 25 ans, mais il y a de ça quelques années en arrière, qui avait toujours été au plafond de la sécurité sociale. Et puis, les dernières années, elle avait besoin simplement de valider des trimestres. Donc, on lui mettait un tout petit salaire pour valider les derniers trimestres qu'il lui fallait pour partir en taux plein. Et quand il y a eu le fameux calcul, on a pris les 25 meilleurs qui étaient au plafond respectif des années en question. Hein. Donc non, les dernières, on peut très bien dire, je veux valider simplement des trimestres. Une personne vivant en concubinage ou pacsée peut-elle percevoir une pension de réversion? Allez, c'est super parce que tout le monde peut participer. Bah oui. Ben non. Oui. Bah oui. Bah c'est non. pas- Ah non, Mais c'est pas juste. il faut être marié. Ce qui est reconnu en réversion, c'est le mariage. Donc, si vous avez des amis qui sont en concubinage ou pacsés et que monsieur a une belle retraite et qu'il n'a jamais été marié, demandez à madame de se marier. Hein. Je dis ça. C'est le moment. Hein. Par contre, attention, si la personne se marie et que le monsieur a déjà été marié 25 ans avant, s'ils ont une vie commune pendant 3 ans, c'est au prorata des 2 épouses, hein, la réversion. D'accord? Donc il faut réfléchir pour vraiment qu'il n'ait pas été marié avant. Ou vice-versa, hein, je parle du monsieur, mais ça peut être la dame. Hein. La demande unique de retraite permet la liquidation des contrats Madelin ou article 83, donc la fameuse retraite par capitalisation. Oui ou non? On va voir après. Alors c'est non. Quand vous faites une demande de retraite, c'est la retraite par répartition. C'est la retraite de base et la retraite complémentaire. Hein, les retraites qui s'appellent, c'est des contrats supplémentaires, c'est via des assurances, il faut faire les dossiers séparément. Ce n'est pas la demande unique qui valide la liquidation des retraites supplémentaires. Peut-on demander l'attestation carrière longue à 60 ans et si elle est obtenue, ne pas prendre la retraite à la date indiquée sur cette attestation? Oui. On peut la demander. On peut la demander sans prendre la retraite pour autant. C'est simplement pour nous rassurer. C'est pour savoir. Non, par contre, elle était très indispensable quand actuellement on est encore sous couvert du bonus-malus de la retraite complémentaire. À partir de 2024, ça va changer. Donc, on la demandait, ça nous permettait de ne pas avoir le malus de la retraite complémentaire pendant 3 ans. 2024, c'est fini, donc qu'on la demande pas, ça ne sera pas dramatique en soi si on ne veut pas partir.
L'assiette minimum de cotisation sociale permettant de valider un trimestre de retraite. Est-ce que vous savez sur quelle base il faut cotiser pour valider un trimestre? 150 SMIC horaires, 300 SMIC horaires, 500 SMIC horaires ou 800 SMIC horaires? 500. Qui dit mieux? Eh bien, tout simplement 150 SMIC horaires pour valider un trimestre. En gros, si vous cotisez sur actuellement le SMIC étant à 11,52 €, donc 11,52 par 150, ça fait combien 1800, 1900 €, un truc comme ça. Sur 1900 €, si vous cotisez sur un salaire de 1900 €, vous validez un trimestre. Donc, grossièrement, à l'année, c'est 600 SMIC horaires, 150 par 4 trimestres, ça fait 600 SMIC horaires par 11,52, on est à 6700 €. Donc aujourd'hui, on parle d'une année complète, sur une année complète. Si vous avez soit des salaires, soit un statut de travailleur indépendant, vous déclarez une base de cotisation qui va s'élever à 6700 €, salaire brut ou revenu de gérance, 6700 €, vous validez vos 4 trimestres. D'accord? D'où l'intérêt, quand on est travailleur indépendant, D'avoir au minimum 6700. de déclarer un bénéfice ou une rémunération de gérance de cet ordre-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains cabinets ont été adeptes pendant une époque des 12 000 € parce qu'avant 2015, on était à 800 SMIC, enfin 800 SMIC horaires pour l'année, pour valider 4 trimestres. Donc à l'époque, c'était à peu près dans les 9 600 €. Ils disaient, allez, on prend 12 000, ça fait 1 000 € par mois, sur 12, ça faisait 12 000. D'accord? Donc aujourd'hui, il faudrait tabler sur à peu près 8 000 € par an de rémunération de gérance pour valider ces 4 trimestres. D'accord? Donc 150 SMIC et 600 à l'année pour valider les 4 trimestres. C'est tout bon pour le quiz? Donc vous vous êtes rendu compte, hein? On a des a priori, mais bah non. Je suis désolée d'avoir défait peut-être vos certitudes. Donc là, on va parler un peu du système de retraite en France, qui est, on va dire, qui se décompose en deux parties. Donc, on a ce qu'on appelle la retraite par répartition. Ça vous parle? La répartition, c'est ni plus ni moins que les salariés d'aujourd'hui versent des cotisations pour assurer la retraite de monsieur. On est d'accord, monsieur? Vous n'êtes pas à la retraite? Non, mais pas, je ne suis pas du côté salarial. Peu importe. Aujourd'hui, la répartition, c'est que les cotisations des actifs servent les pensions des retraités. D'accord? Donc ça, c'est la retraite par répartition. À l'intérieur de cette retraite par répartition, on voit la retraite de base obligatoire. Donc vous voyez, ça, c'est les salariés du privé, SSI, et les indépendants. On est bien dedans. Et vous avez après les professions libérales, les CNAVPL. Donc ça, c'est la partie retraite de base. En aparté, je vous dis simplement que la retraite de base, elle est toujours plafonnée sur une base du plafond de sécurité sociale. Si vous regardez une fiche de paie ou si vous regardez même des appels de cotisation RSI, CPS, sur la ligne retraite complémentaire, même si vous déclarez 50 000 €, vous n'aurez pas 50 000 €, vous aurez le plafond de la sécurité sociale. On cotise au maximum sur la tranche A en retraite de base. Après, nous avons la retraite complémentaire. Donc, Agirc-Arrco, c'est pour les salariés. RCI, c'est pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, et CIPAF, c'est pour les professions libérales non réglementées. Et après, là, on tombe sur les caisses de retraite réglementées. CNBF, c'est les avocats, après vous avez la CAVEC et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc aujourd'hui, on a la retraite par répartition, où les cotisations d'aujourd'hui servent les retraites d'aujourd'hui. Et quand il y a 30 ans, on avait 10 actifs pour un retraité, aujourd'hui on a plutôt 3 actifs pour 2 retraités. Donc vous comprenez mieux le malaise de comment servir les pensions de retraite et les différentes réformes qui ont vu le jour depuis 10 ans, ça se succède. Et après nous avons le deuxième niveau qui s'appelle la retraite par capitalisation. Et la capitalisation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vous mettez dans une enveloppe, donc PER collectif, obligatoire ou individuel, cet argent, c'est comme une assurance vie, elle ne sert pas à autrui, elle est mise sur un placement et elle ressortira au moment de votre départ à la retraite, sous forme de rente, sous forme de capital, en fonction des options que vous aurez choisies. Mais ça, c'est sur un compte à votre nom, ce qui n'est pas le cas de ça. On est d'accord? Oui. Hein, la notion de répartition et de capitalisation. Voilà, donc ça c'est le système français qui a été fondé à partir de... Depuis quand les noms ont changé là,
Ça a changé. Hein. Non, alors, je vais vous parler de la loi Lura. Ça remonte, je crois, à 2016, où il y a eu la fusion entre les salariés et les non-salariés. Donc, les fameux statuts de travailleurs indépendants. Aujourd'hui, toutes les personnes nées après 53, tout est fusionné. Vous n'avez plus qu'une seule pension. Alors que quand vous étiez né avant 53, il y avait la retraite de base Sécu salarié qui vous verse quelque chose. Vous aviez la retraite de base des indépendants qui vous verse quelque chose. La retraite complémentaire des salariés. Moi, je me retrouvais avec des retraités qui avaient 6 versements. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, Aujourd'hui, on a une retraite de base commune entre les travailleurs indépendants et les salariés. La retraite complémentaire, si on reste encore sur une retraite complémentaire des indépendants et une des salariés, donc on en a 3. Comment s'appelait l'organisme? Vous savez, quand il y a eu des histoires, on peut finir en France, des manifestations de... Le SSI, le RSI, c'est ça. Le Les RSI. indépendants, le RSI. Voilà. Ils sont gentils, le RSI. Moi, je me suis battu ici pendant longtemps pour obtenir ma retraite du RSI. Ouais, je sais. Et c'était la Martinique. Ouais, c'est toujours la Martinique. C'est toujours la Martinique. Donc là, c'est notre système français avec les différents régimes en fait. Hein. Donc là, vous voyez, on reprend la retraite de base dont on a parlé tout à l'heure, et là, on repart sur la retraite complémentaire. Donc, selon vos activités, vous avez une retraite de base correspondante. Et on voit bien que maintenant, ce qui est salarié et ce qui est artisan commerçant font partie d'un même bloc à la CNAV. D'accord ? Alors que les professions réglementées, c'est CNAVPL, les avocats CNBF, exploitants agricoles, la MSA, sauf que vous, excusez-moi, vous êtes la MSA. D'accord ? Parce que la CPS, c'est la MSA. La CPS est rapprochée de la MSA, en caisse de tutelle. Bon, après, c'est les services de retraite de l'État, la CNRACL, et les retraites complémentaires. Donc, on en revient à l'Agir Carco pour les salariés de l'industrie et même de l'agriculture. On a l'IRCANTEC qui existe, ça c'est pour les, comment ça s'appelle, les titulaires, enfin les agents de l'État en fait. Le RCI va avec le SSI en fait, avec les travailleurs indépendants. Si vous êtes indépendant, quand vous avez votre relevé de carrière, vous avez écrit point RCI. Je ne sais pas si vous avez une vision de votre relevé de carrière. Après, les différentes caisses existantes, là par exemple c'est pour les infirmières. Là, c'est les experts comptables. Là, c'est les agents généraux d'assurance. Enfin voilà, c'est vraiment le schéma. Mais dites-vous bien qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Là, ils ont tout recentré. Hein. Donc, c'est simplement la notion de retraite de base, retraite complémentaire. Il faut l'avoir sur un bulletin de salaire. Je ne sais pas si vous regardez vos bulletins de salaire. Vous avez une ligne qui s'appelle retraite de base et après la retraite complémentaire. Et travailleurs indépendants, sur votre appel de cotisation, vous avez retraite de base et retraite complémentaire. Et la retraite complémentaire au niveau des travailleurs indépendants, elle est arrivée très tardivement, je crois en 2012. Elle a une dizaine d'années. Hein. Ça, c'est sur l'appel de cotisation annuelle. Oui, tout à fait. J'ai jamais vu ça. Regardez vous. Est-ce que... Non, mais j'ai une question très importante. C'est à nous de le faire la demande, de s'inscrire à ça? Ah non, c'est automatique maintenant. Automatique. Non, c'est automatique. Il faut quand même savoir que... C'est pour ça que j'étais confuse. Non. Ça remonte à il y a maintenant, en 2012, il y a eu la fusion. À ce moment-là, voilà, il y a eu la fusion. Avant 2012, les indépendants cotisaient d'un côté à l'URSSAF pour les prestations familiales, de l'autre côté à la RAM UDMG pour la partie maladie. Malheureusement, à Saint-Barth, les deux arrivaient sans problème et la troisième, qui était la caisse de retraite, n'arrivait pas. Donc je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'indépendants qui n'ont jamais cotisé parce que cette troisième caisse n'arrivait pas. Elle est arrivée dans les années 2000 à peu près. Hein, ils ont fait des rattrapages des années 90. Beaucoup de gens ont dit bah non, moi je ne vais pas payer 100 000 francs à l'époque. Donc les trimestres des années en question ont sauté automatiquement. Et donc c'est réellement à partir des années 2000 où les gens ont commencé à cotiser à la retraite à Saint-Barth. Et à partir de 2012, comme les trois caisses ont fusionné, vous ne pouviez plus être évincé de la cotisation retraite complémentaire et retraite de base. Mais c'est en 2012 qu'il y a eu la fusion des trois caisses.
Donc, non, vous étiez en métropole. En métropole, vous n'étiez pas pareil. En métropole, c'était mieux organisé. Mais ça s'est fait automatiquement, même pour les travailleurs indépendants qui avaient déclaré leur activité depuis l'année 2000. Oui, automatiquement, ça s'est mis en place si vous étiez bien répertorié dans la bonne activité. J'ai eu des jardiniers, par exemple, qui a été répertorié en profession libérale. Donc, quand il y a eu la fusion en 2012, les professions libérales, c'est ici. Donc, pour le RSI, non, c'est quand même ici, mais le RSI ne les connaissait pas parce que pour eux, ils dépendaient d'une caisse, notamment la CIPAV. Moi, j'ai eu un client, il cotisait au RSI, à l'URSSAF, à la RAM, mais il ne recevait jamais la retraite complémentaire. Et il a perdu des années comme ça, donc on a fait des actions pour qu'il cotise et il a pu récupérer. Mais c'est à vous de faire attention quand vous recevez votre appel de cotisation pour voir si vous avez bien toutes les lignes. Donc ça commence par la maladie, allocation familiale, retraite, CSG, CRDS et tout ça. Je vais regarder. Alors votre conseil, on est bien d'accord. Vous avez peut-être un cabinet comptable qui est là pour superviser si vous payez bien les 3 risques essentiels et notamment le risque pour moi retraite qui est générateur de droits futurs, ce qui n'est pas le cas de l'URSSAF et de la maladie où c'est des droits à l'instant même. Voilà, on va passer à la suite parce qu'on est contenu dans un timing. Donc les 2 notions importantes, ça reste quand même l'âge légal et après, est-ce qu'à cet âge légal, on a le fameux taux plein? D'accord? Donc l'âge légal jusqu'au 31 août 2023, n'est-ce pas? Nous étions à 62 ans. Donc toutes les personnes étant nées avant le 31 août 61 peuvent partir à leurs 62 ans. Si vous êtes né en septembre, on le verra plus tard, mais en septembre 61, votre départ à la retraite, ça sera pour le 1er janvier à 62 ans et 3 mois. Donc au fur et à mesure, ils ont décalé jusqu'à ce qu'on arrive pour les années 68 à 64 ans. D'accord? Donc on voit bien que sur la période de 58 à 62, là on va être éligible sur la notion de carrière longue. Carrière longue. Donc on verra plus tard ce que c'est la carrière longue. Donc à 62, on avait l'ouverture des droits, qui existe toujours pour les personnes nées avant le 31 août 61. Et puis au fur et à mesure de l'application de la loi et de la date de naissance, on est en train de passer de 62 à 64 ans. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que le taux plein garanti sera toujours à 67 ans. Que vous ayez à cet âge-là 100 trimestres, 130 ou 160, à 67 ans, vous avez la notion du taux plein. Mais peut-être que c'est abstrait, on verra après la notion de taux plein. Alors que si vous partez ici, vous n'avez pas tous vos trimestres, décote et puis minoration. Ok? Mais décote définitive. Tout à fait. Attention. Non, on ne récupère jamais après une décote. Malheureusement. Contrairement à certains qui ont pensé que oui, je vais accepter 3 ans à la décote et à 67, je passe à taux plein. Non, c'est pas comme ça, c'est définitif. Donc alors, ça c'était le régime général des retraites. Donc dorénavant, pour les personnes nées avant le 1er septembre 61, il y en a, non? Tous trop jeunes, donc je ne parle pas de monsieur, c'est l'exception. Donc on reste sur 62 ans, avec des trimestres, si vous êtes né en 61, à 168 trimestres. Si vous êtes né entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 61, on passe à 62 ans et 3 mois. Après, si vous êtes né en 62, Véronique, donc on passe à 62 ans, 3 mois, plus on rajoute toujours 3 mois. Voilà, à 62. On passe à 62 ans et 6 mois, 169 trimestres. Et après, pour les personnes nées en 63 et 67, on rajoute à chaque fois 3 mois. Donc on va être en 63 à 62 ans et 9 mois, en 64 à 62 ans et... Enfin 63 ans du coup. Et voilà quoi. Pour finir, avec les personnes nées en 68, donc je sais pas, Stéphanie, Maïté, nous c'est fini, 172 trimestres, 64 ans. Donc faites le calcul en gros, 172 trimestres. Si on a un monsieur, parce que nous les femmes on a la chance, on aura des trimestres pour enfants. Donc on va mais monsieur il n'a pas droit au trimestre dans l'absolu,
Donc 172 trimestres, ça fait 44 années de travail. Vous rentrez dans la vie active à 25 ans. 25 plus 44, ça fait combien? Vous avez compris. Donc le taux plein n'est pas acquis. Hein. Donc bref, je ne ferai pas de commentaires. C'est tout bon. Bon après c'est un tableau sommaire, hein, c'est de se dire, bon moi, né en 63, je sais que c'est 62 ans et 9 mois, et puis mes 170 trimestres. Simplement pour aparté, c'est les personnes nées en 65 et 66 qui sont le plus impactées par la réforme, puisque eux, on leur ajoute carrément 3 trimestres. Hein. Pour les autres, on leur rajoute 1 ou 2, mais alors 65, 66, badaboum, 3 trimestres, ça fait la différence, c'est presque une année supplémentaire. Hein. D'accord? Bon, là on va aborder le calcul d'une retraite de base. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que la retraite de base, on cotisait maximum sur le plafond de la sécurité sociale. Donc, si on se résume, plafond de la sécurité sociale, taux plein. Taux plein, c'est 50%. Donc, par définition, 50% du plafond de sécurité sociale, bah, ça fait 20 017. On ne peut pas dépasser cette somme-là actuellement. Donc, vous n'aurez pas à avoir des salaires au-delà. Ne vous attendez pas à avoir une retraite de base de 2 000 €. C'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on soit en surcote, en bonus, ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que la retraite de base, c'est cette somme-là. Donc, en fait, comment on calcule la retraite de base? C'est le salaire annuel moyen des 25 Meilleures années. Ça, c'est acquis déjà. D'accord? Donc, meilleures années. Après, le taux de liquidation. Donc, si vous avez tous vos trimestres, le taux, il est de 50%, il n'y a pas à tergiverser. Par contre, si vous manque 1, 2, 3 trimestres, et ben, tout trimestre manquant, c'est une décote de 0,625. Avec un maximum de décote de 20 trimestres. Et 20 trimestres multiplié par 0,625, ça doit faire 12,5. Et du coup, le taux minoré dont vous parliez tout à l'heure, le plus bas qu'on puisse avoir, c'est 37,5. S'il vous manque plus que 20 trimestres, ce taux ici sera toujours à 37,5. Il vous en manque 20, 40, 50, le taux il sera à 37,5. D'accord? La température. Pardon? Eh ben ouais, oui, tout à fait. J'avais pas. On est bon, on est bon. On est bon. Non. Bon, il y a une spécificité, c'est que plus vous vous rapprochez de vos 67 ans, et plus ce taux va pouvoir évoluer quand même favorablement. C'est pour ça que les gens, ils attendent pour se rapprocher des 67 ans, même s'ils n'ont que 100 trimestres. Mais après, ça, c'est un calcul à apprécier. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir avec un taux minoré, avec une pension de 1 000 € pendant 5 ans en avance, que attendre et avoir une pension à 1 200 et avoir perdu 1 000 € pendant 5 ans? On est d'accord, monsieur? C'est des calculs, hein? D'accord? Donc là, c'est... Tout dépend de l'état de santé de chacun. On est d'accord aussi. De l'envie de travailler, enfin Il y voilà. a plein de paramètres. Donc le fameux taux qui varie entre 37,5 et 50. Et après, on va multiplier par le nombre de trimestres acquis. Donc, si on a un taux plein, si on a besoin d'avoir 168 trimestres, on aura 168 trimestres là. Et là, on avait besoin d'avoir 168, on mettra 168, donc ça fait 1 au final. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la retraite de base maximum, c'est le salaire annuel moyen divisé par 2, multiplié par 50%, et si on a tous nos trimestres, ça n'intervient pas. Par contre, si j'ai que 100 trimestres sur les 168 nécessaires, ça fait baisser le calcul. Hein. D'accord? D'où la nécessité de ratisser les trimestres. D'accord? Là, c'est la retraite de base, hein, CARSAT. Maintenant, il y a la retraite complémentaire. Les retraites complémentaires, ce n'est pas des retraites de trimestres, c'est des points. Donc là, c'est pareil. Chaque salaire donne droit à des points. Donc, alors, sur la partie salariale, il y a des calculs savants, je ne vais pas vous les refaire parce que même moi, je n'y connais pas. Hein, où vous avez un salaire de 2 000 €, ça vous alloue 100 points. Agir Carco. Après, concernant les points RCI, c'est pareil, il y a des formules de calcul. Ils sont bien calculés en général. Il n'y a pas de souci à avoir. Mais maintenant, les indépendants ont également une retraite complémentaire depuis 2012. Et heureusement, parce qu'avant, ils n'avaient que la retraite de base, donc ce qui était certainement votre cas. Vous êtes parti à la retraite avec une retraite de base et pas de retraite complémentaire des indépendants, parce qu'elle n'existait peut-être pas. Il y avait un petit peu, suivant si on avait eu à un moment dans sa vie un autre régime.
Voilà, c'est ça, un autre régime. Et sinon, Ça a été mon cas. et c'est pour ça que les indépendants, on a toujours dit, faites votre retraite par la capitalisation. Vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Le niveau au-dessus pour vous, en fait. Donc la capitalisation, c'est soit des placements, soit l'immobilier, hein, excusez-moi. J'ai eu un tout petit peu de ça. Voilà. Une partie salariée, Voilà. je dois percevoir quelque chose avec, en complémentaire avec l'AGIR. Ouais, la GIR Carco. Oui, c'est pas significatif si vous avez été principalement indépendant. 50 €. Voilà, on est d'accord. Ça ne vous paye même pas le café du mois. Non, pour une petite période. Donc on prend le total des points, on multiplie par la valeur du point à l'instant T, parce que là, moi, depuis 10 ans que je fais, je peux vous dire que la valeur du point, elle a évolué. Hein. Je l'ai connue, elle devait être à 1,21 et là, on est à 1,34. Hein, oui, 1,34, voilà. Mais est-ce que c'est revalorisé pour... Bien sûr. Oui. Ah bah oui, je vous dis... Alors non, Non. faites attention. Voilà. Si vous êtes parti il y a 2 ans et qu'il était à 1,30, il est toujours à 1,30. Voilà. Si je pars aujourd'hui, il est à 1,34. Il restera à 44. Bon, après, il y a des légères réindexations, mais Mais c'est pas dans les significatif. années à venir, est-ce que ça sera revalorisé? Je vais vous dire quelque chose, moi ça fait 10 ans que j'entends que la GIR Carco est déficitaire. Donc ils ont simplement trouvé des systèmes pour donner de moins en moins d'argent. Hein. Donc en faisant les malus, les décotes et tout ça, il n'y a pas de mystère. Ils ne sont pas là pour donner de l'argent. Je regarde même pas le timing, hein. Bon, on verra. Hein. Après la GIR Carco, alors quand j'ai préparé le dossier, je n'avais pas encore l'information que ça va disparaître. Bonne nouvelle. Donc nous avions, si vous partiez à la retraite à 62 ans avec tous vos trimestres, pendant 3 ans, sur la partie salariée, vous aviez une décote de 10%. Donc quand vous avez une retraite qui était de 500 € par mois, 500 € moins 10% pendant 3 ans. Vous me dites, ouais, 10% ça fait beaucoup. Oui et non, j'ai envie de vous dire, partez quand même si vous avez un malus. N'attendez pas, parce que le temps qu'il vous faudra pour récupérer votre pension de retraite, ça ne valait pas le coup. D'ailleurs, cette incitation à reculer le départ à la retraite d'une année, parce qu'en fait, il fallait décaler le départ à la retraite d'une année, dire je pars à la retraite à taux plein avec 4 trimestres supplémentaires, et du coup, je n'avais pas cette décote. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui a adhéré à ce système, tout le monde partait même avec la décote. Et donc, avec le changement avec la réforme, donc cette décote va disparaître, purement et simplement. Donc à partir des départs en retraite au 1er janvier 2024, donc j'ai des dossiers en attente là, qui sont en cours, et j'ai pu annoncer à mes clients, vous n'aurez plus cette décote. Et ceux qui ont été impactés en 2023, on va leur supprimer le malus à partir du premier trimestre 2024. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas ça qui faisait retarder les gens pour partir à la retraite. Hein. Je vous en parle parce que voilà, il y avait des incitations à partir plus tard. Mais une fois de plus, si vous pouvez partir à la retraite, partez à la retraite. Incidence de la situation familiale. Donc dans le quiz, on en a parlé tout à l'heure. Ah non, on n'a pas parlé de celle-là, on a parlé de la suite après. Donc, régime Agir Carco. Il faut savoir qu'on a des majorations sur les retraites. Donc c'est majoritairement si vous avez eu 3 enfants. Hein, c'était pour inciter au 3e. Mais bon, est-ce qu'il faille attendre d'avoir le 3e enfant pour avoir 10% à la retraite? Je vous le déconseille, puisque c'est plafonné à 2 200 € à l'année. Quand on connaît le prix d'un enfant, bon, ça ne vaut pas le coup de faire le 3e. Par contre, ou alors enfant à charge. Vous arrivez au moment de la retraite, vous avez un enfant qui est toujours en études, 10%. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont eu un petit bout de chou à 50 ans. Au moment du départ à la retraite, on envoie le certificat de scolarité et 10%. Voilà, on prend. Ensuite, sur la partie régime de base, pour les femmes, mais depuis 2010 pour les hommes, 8 trimestres. Alors, 4 trimestres d'éducation et 4 trimestres de naissance. Donc, ça fait 8 trimestres par enfant. Donc, 2 enfants, Véronique, 16 trimestres, c'est 4 années de gagner quand même. Donc, on prend. Et par contre, voilà, donc depuis 2010, les trimestres d'éducation peuvent être répartis entre les parents. Et ça, les jeunes ne le savent pas, je suis désolée de vous le dire. Donc, on peut en donner 2 à monsieur et en garder 2. Par contre, la déclaration, elle est super encadrée. C'est dans les 6 mois de l'année du 4e anniversaire de l'enfant. Donc, je ne l'ai jamais vu appliquer, hein, je vous le dis tout de suite. Vu que les clients, en général, je ne les vois pas à 35 ans, non. Je ne peux pas leur dire qu'il faut penser à donner 2 trimestres à monsieur. D'accord?
Et ensuite, après le régime de base, on a aussi l'histoire des 10% pour avoir eu 3 enfants et puis avoir des enfants à charge au moment de la liquidation. D'accord? Et après, peu importe que les enfants aient été élevés ou soient pris en charge, par contre, c'est pas 10% pour 3 enfants et 10% pour enfants à charge. Non, non, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc c'est toujours que 10%. D'accord? Donc mesdames, ça vous rassure donc 16 trimestres. Moi, j'en ai qu'une. Donc 8. Et madame? Pareil. Une? Donc 8 trimestres. Maïté? Non, pas encore? Ah, je sais pas, là. Bon, de toute façon, ça coûte tellement plus cher que les métricales peut-être bosser. Donc on aborde la réversion. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Je suis désolée, il n'y a que le mariage qui est reconnu. Hein, le Pax, le concubinage notoire, rien n'est reconnu. Donc la réversion, par contre, contrairement à ce que disent certains, quand il y a remariage, il faut faire attention, suspension ou suppression de la pension de réversion entre retraite de base et retraite complémentaire. Mais il faut éviter Hein? de s'en marier. En gros, ben voilà, tu viens de résumer. On évite les remariages. Hein. Ou à moins parce que vous allez perdre votre pension à réversion, vous vous remariez, vous redivorcez avec ce monsieur, la réversion, elle ne revient pas, hein, la première. Hein. Non. Donc faites vos calculs avant. Hein. De toute façon, la retraite, c'est qu'une histoire de calcul. Vous confirmez? Qu'une histoire de calcul. Ah oui, oui, bien sûr. Conditions et montants. La perception de la réversion est soumise à des conditions d'âge et de ressources. Donc déjà l'âge, avant c'était 52, on est passé à 55. Donc que ce soit monsieur, madame, l'un ou l'autre décède, il faut que le conjoint survivant ait plus de 55 ans pour pouvoir percevoir quelque chose. D'accord? Hein? Ensuite, il ne faut pas qu'en retraite de base, il y a des conditions de ressources. Si on dépasse 23 000 €, vous oubliez la réversion de base. Par contre, sur la partie retraite complémentaire, il n'y a pas de plafond. Donc, quoi qu'il advienne, vous la prenez, la réversion. Ok? Donc, la réversion, moi j'ai eu des dossiers où. J'aime bien vous citer des exemples. Hein. Une dame a été mariée pendant 8 ans. Pendant 30 ans, elle n'a pas vu son ex-mari. Elle apprend qu'il est décédé. On a fait son dossier de réversion. Il n'a jamais été marié, monsieur. Elle non plus. Elle se retrouve à la tête d'une petite retraite de réversion de 600 €. Alors qu'elle a été mariée depuis 8 ans. Hein. C'est sympa. Et ça s'ajoutera à sa retraite. Comment? Ça s'ajoutera à sa retraite. Tout à fait, ouais, tout à fait. Par contre, quand elle fera valoir, alors, par contre, si c'est une retraite, je crois que c'était la retraite complémentaire. La retraite de base, elle est sous condition de ressources, donc ça dépend de ses ressources. Par contre, la retraite complémentaire, vous l'accumulez librement. Hein? Donc, un chef, enfin pas un chef d'entreprise, mais un salarié qui a été cadre et qui ont souvent des bonnes retraites complémentaires, c'est sympathique. Parce que la retraite de base, on l'a vu, hein, c'est ni plus ni moins maximum 1 500 €. Donc 50% de 1 500, ça fait que 700. Hein. C'est toujours mieux que rien, vous me direz. Et pourquoi c'est que le mariage? Pourquoi c'est. Je n'arrive pas à comprendre parce que mon concubinage et mon libre, nous taxer, c'est quand même assez. Non, c'est pas encore reconnu pour l'instant. Pour inciter les gens à se marier pour avoir la réversion. Je sais pas, moi je vois que ça, hein, je sais pas, vous avez une idée? Parce que quand les gens sont taxés et vivent maritalement, c'est pas. Oui, mais non, c'est pas reconnu. Je suis désolée, ouais. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Hein. Ouais, j'ai eu beaucoup de cas. Je peux pas vous dire. Non, c'est pour inciter que ça soit bien encadré. Quoi. Le mariage, c'est pareil. Je veux dire, c'est un divorce ou pas. Ouais, mais je suis désolée. Ça marche pas. Que le mariage. Bon, carrière longue, trimestre cotisé et validé. Donc, la carrière longue, il faut vraiment déjà apprécier la notion de trimestre cotisé et validé. Vous connaissez la différence entre cotisé et validé? Cotisé, c'est que vous avez eu un bulletin de salaire ou des revenus déclarés qui ont permis d'appeler des cotisations. Et validé, c'est simplement, par exemple, vous avez été au chômage. Au chômage, les cotisations ne sont pas vraiment versées, donc on ne cotise pas vraiment. Vous avez été au service national, vous avez droit à des trimestres pour le service national. Vous avez été en inaptitude, en congé maladie. Pendant une année, vous avez validé 4 trimestres parce que vous avez eu des indemnités journalières, mais ce n'est pas des trimestres cotisés, c'est des trimestres validés ou réputés cotisés, mais pas cotisés. D'accord? Ou alors, quand vous êtes parti à l'étranger, vous avez cotisé dans le cadre d'une convention. Donc, j'ai listé un peu la notion de réputé cotisé. D'accord? Donc, il faut déjà faire cette distinction-là, parce que
ça ne sert à rien de venir me voir, j'ai eu le cas dernièrement, personne vient me voir à tous ses trimestres, à ses 60 ans, il a ses 168 trimestres, il me dit Myriam, je suis partie en carrière longue. J'analyse, je dis bah attends, tu as au moins 25 trimestres au pôle emploi, au chômage. Sauf que pour que ça soit pris en compte, on retient maximum 4 trimestres. Donc avec ces 25 trimestres de chômage, donc je dois enlever les 25 trimestres pour apprécier réellement les trimestres cotisés. Et en fait, au lieu d'en avoir ces 168, il n'en avait plus que 140. Je dis bah non, je peux pas. Tu peux pas partir à tes 60, les 62 d'ailleurs. Je lui dis je suis désolée, tu as trop de chômage. Donc résultat des courses, un pur refus que je lui ai donné. Je lui dis ça sert pas à grand chose d'aller plus loin, j'ai fait ton analyse, on va pas tergiverser, donc tu attends tes 62 ans et 3 mois puisqu'il est né en 62. Donc il a fait un peu la tête. D'accord? Et la particularité, c'est que non seulement il faut avoir que des trimestres cotisés, mais c'est surtout qu'avant vos 20 ans, il faut avoir validé des trimestres 4 ou 5. Selon si vous êtes né les 9 premiers mois de l'année ou le dernier trimestre de l'année, il faut avoir des trimestres de début de carrière avant vos 20 ans. Et ensuite, à partir de là, j'ai eu à Saint-Barthélemy un certain nombre de personnes parties en carrière longue, qui ont commencé à 17 ans et qui ont été salariés pendant 40 et quelques années dans la même entreprise. Donc ça a été un beau challenge aussi. Une dame qui est partie à 59 ans, je crois, et 6 mois. Et l'année dernière, 60 ans et 9 mois, pareil, retraite, ils s'y attendaient pas, carrière longue, on a fait les calculs. On dit, moi, je lui annonçais son départ, il n'en pouvait plus. Donc, carrière longue, il faut vraiment analyser. Il y a encore des gens carrière longue, je le dis. Ça va être de plus en plus rare, je vous rassure. Même si avec la réforme, on va décaler un peu, puisque maintenant, 64 ans, moi, personnellement, j'ai commencé à travailler à 19 ou 20 ans. On m'a déjà fait ma projection, je suis censée partir à 63 ans, donc en carrière longue, avant l'âge légal. D'accord? Donc ça va encore un petit peu exister. Alors, je veux simplement parler des trimestres AVPF, ça ne vous parle pas grand-chose, allocation vieillesse parents au foyer. Et ça, je dois en parler parce que c'est une spécificité française. Pendant 50 ans, ça a été le monopole de la France d'avoir ce genre de trimestre. C'est ni plus ni moins. Les femmes qui, en France, étaient à la maison, percevaient des prestations familiales, et elles avaient droit à des trimestres. Alors qu'en Outre-mer, c'est arrivé il y a 1 ou 2 ans. Donc en Outre-mer, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient élevé des enfants et qui avaient des gros trous sur leur relevé de carrière, alors que si elles avaient vécu en France, ça serait blindé. Je suis désolée de le dire, mais... Ah non, mais c'est une discrimination. J'en ai parlé d'ailleurs au sénateur Michel Magras. Mais bon, on m'a dit, mais c'est comme ça. Et après, on nous dit qu'on est sous le même couvert. Ouais. Je ne fais pas de politique, je suis désolée. Mais voilà, l'AVPF, allocation vieillesse parents au foyer. Donc si vous avez de la famille en France, des mamans qui élèvent leurs enfants, maintenant, enfin en France, elles y avaient droit, il n'y a pas de souci. Mais ici maintenant, il va falloir faire valoir vos droits. Valoir les droits des personnes avec des enfants et surtout faire valoir le droit aux prestations familiales parce que c'est quand même lié à une prestation familiale. Donc, je sais qu'ici, les gens, les allocations familiales, ils ne les prennent pas forcément, mais c'est pour générer des trimestres. Voilà. Ça, je vous donne le petit tuyau, donc parlez autour de vous. La VPF. Le cumul emploi-retraite. Alors, ce qui va intéresser peut-être toi. Donc le cumul emploi-retraite ne change pas fondamentalement. On part à la retraite et on fait valoir ses droits à la retraite et on reprend une activité. Sauf qu'avant 2015, on pouvait reprendre une activité sans problème. On n'avait pas de conditions de revenus. On travaillait, on avait pris sa pension, on avait son salaire, c'était merveilleux, tout était merveilleux. À partir de 2015, on a dit non, on arrête ça. Si vous n'avez pas votre taux plein, vous prenez votre retraite, mais si vous avez un salaire trop important, on peut vous supprimer votre retraite. C'est la notion de, quand on n'a pas le taux plein, le fameux taux minoré, où on ne peut pas travailler comme on veut. C'est toujours d'actualité pour l'instant. Aujourd'hui, je pars en cumul, ce qu'on appelle un cumul plafonné. Je n'ai pas mes 168 trimestres si je suis née en 61. Je pars donc à la retraite, je prends ma pension,
Mais demain, si je reprends une activité, je ne peux pas prendre n'importe quel revenu. Grossièrement, c'est plafonné à 1,6% du SMIC. Donc 1700 multiplié par 1,6, on doit être sur 2500 € brut à peu près. Donc retraite plus 2500 €, ça va encore passer. Hein. Mais au-delà, ça vous supprime votre retraite que vous avez prise. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre une retraite si c'est pour qu'on nous la supprime. Ensuite, nous avons le cumul libéralisé, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous partez à la retraite avec tous vos droits à retraite avec un taux plein, donc vous prenez votre retraite, vous avez le salaire que vous voulez, donc vous repartez sur une activité cumul emploi-retraite avec 3 000 €, et bien ce nouvel emploi va vous permettre de générer une deuxième pension retraite, et c'est en ça que c'est la réforme 2023. Donc que ça soit salarié ou travailleur indépendant, hein, la notion de taux plein va vous permettre de générer une nouvelle pension retraite. Donc ne vous en privez pas, si vous êtes éligible à un taux plein, prenez-la tout de suite, enfin prenez-la vos 62, 3 mois, 6 mois, et après, continuez à avoir une activité pendant 1 ou 2 ans qui va être générateur d'un petit pécule supplémentaire à terme. Par contre, il ne faut pas s'arrêter dans 2 ans et dire je recommence encore à travailler, il n'y a pas de 3e retraite. Hein. Ça s'arrête à 2. D'accord? Donc il faut être sûr, si vous restez 6 mois ou 2 ans, on ne fait pas un arrêt et on recommence. Ce n'est pas éternel. D'accord? Donc vous avez des questions sur ce fameux cumul emploi-retraite? Bon, on continue. Je ne sais plus où... Ah, bah voilà, on aborde les différents cas. On va voir si vous avez suivi. Monsieur Martin est né le 18 juin 1961. Quelle est la date à laquelle il pourra ou aurait pu partir à la retraite? Donc, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Si vous êtes né avant le 31 août 61... 1er juillet. Toi, tu dis 1er juillet? Et 18 juin. Ouais, non mais... Ouais, donc, en effet, avant le 31 août 61, on est encore à 62 ans. Donc, le 1er juillet 2023, il aura ses 62 ans, il peut partir. On est d'accord? Parfait, Véronique, c'est bien, t'as bien suivi. Madame Dupont est née le 15 août 61, elle a eu 3 ans. Son relevé de carrière fait ressortir 160 trimestres. À quelle date pourra-t-elle partir en retraite? Donc déjà, on sait qu'elle est née avant le 31 août 61. Donc elle a 62 ans. 62 ans et donc, je crois, 168 trimestres, par exemple. D'accord? Donc elle avait 160 trimestres. Donc elle peut partir donc, au 1er septembre, on est d'accord? Tout à fait. Puis comme elle a plein de... Et comme elle a quoi? 3 enfants, 3... Multiplié par 8, 100 fois 8, 24 plus 160. 184. Allez. Donc elle part quand? Le 1er septembre 2023. On est d'accord? On ne peut pas acheter des enfants après. On va racheter les enfants après. Vous êtes d'accord, madame? 3e cas, madame Dupont est paxée. Depuis 10 ans, avec monsieur Martin à son décès, madame Dupont peut-elle obtenir une pension de réversion? Non. Vous voyez, entre le quiz du début et la fin, On est meilleurs à la fin. Et 4e, monsieur Point est né en janvier 62. Il a commencé à travailler à 19 ans. Il a 5 trimestres cotisés avant ses 20 ans. Il totalise 137 trimestres au 31 décembre 2020. Absence d'informations pour 2001 à 2004 et 2007 à 2008. Il a gardé tous ses bulletins, donc ça veut dire qu'il a toujours travaillé. Hein. À quelle date pourra-t-il partir en retraite? Donc là, c'est un petit calcul, hein, ni plus ni moins. C'est quoi l'absence d'information? Et bien justement, ces bulletins de salaire n'apparaissent pas sur son relevé de carrière. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment est incrémenté un relevé de carrière? Comment ça se passe? Alors je vais vous dire, hein. C'est qu'en fin d'année, les experts comptables avaient une obligation de faire ce qu'on appelle des DADS. Donc en fin d'année, on avait, dans les années 90, on avait un grand format A3, double carbone. Il fallait mettre le nom des salariés, le montant brut, le montant net, le net imposable, le plafonné, J'avais horreur de ça. Et il y en a beaucoup qui ne les faisaient pas. Ce document servait de base à alimenter les dossiers retraite. Donc, s'ils ne le reçoivent pas, votre fichier n'est pas incrémenté. Et depuis quelques années, là, de 2-3 ans, on est passé en système de DSL. Donc, c'est tout informatisé.
tous les mois, les experts comptables valident un fichier et ça vient s'incrémenter. Depuis 2-3 ans seulement. Ouais, c'est récent. C'est récent. Donc, résultat des courses. Maintenant, sauf si l'employeur ne déclare pas les salaires et ne paye pas ses cotisations. Hein, mais maintenant, on ne le verra plus. Et donc, aussi bien la retraite de base, c'était la DADS, et la retraite complémentaire, c'était la DNA, déclaration nominative annuelle. Donc, si elles n'étaient pas faites, forcément, votre relevé de carrière n'était pas incrémenté. D'où la petite mention en bas des bulletins de salaire, à conserver sans limitation de durée. Et c'est pour ça que demain, vous allez voir la CPS et vous dites « Ah, mais moi j'ai travaillé. Hein. Ouais, mais il y a le cyclone qui est passé, j'ai plus de bulletin de salaire. Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il n'y a rien à faire. Bulletin de salaire, à moins que l'employeur existe toujours et que lui, il a gardé tous ses documents sociaux, ça m'est arrivé, parce que je peux vous dire que j'en ai vu des dossiers, hein, où j'avais encore les livres de paie, j'ai refait des reconstitutions, j'ai fait des attestations qui ont été validées et tout, et j'ai des dossiers, ils sont venus de loin, mais c'est du boulot, quoi. Ça arrive, mais n'attendez pas à des miracles. Hein. Donc, vos bulletins de salaire à conserver, vos déclarations, vos cotisations versées, parce que le statut des travailleurs indépendants, c'est particulier. C'est le paiement des cotisations qui fait foi. Hein. Et ce n'est pas la déclaration que vous recevez. Si on n'a pas la traçabilité de vos paiements, ça valait de rien. D'accord ? C'est pas la déclaration. Non, la déclaration, c'est déclaratif. Mais c'est le paiement qui fait foi, qui va vous valider Ce votre qu'on a trimestre. effectivement payé en cotisant, c'est ça qui va valider notre trimestre. Donc c'est bien de garder votre appel de cotisation, mais l'appel ne fait pas valoir des droits, c'est le paiement. Alors pour les indépendants, ce qui n'est pas le cas des salariés, le salarié n'est pas responsable si son employeur a payé les charges ou pas. Hein. On est d'accord ? Oui, moi j'ai une année où j'ai travaillé, où je sais que l'entreprise, la société... Oui, mais est-ce que tu as les bulletins de Oui, j'ai salaire ? les bulletins de salaire. Bon, C'est après, tout. Je te demande rien Voilà. d'autre. Ouais. Tu n'as pas à être responsable des paiements ou pas des cotisations. Encore heureux. Et d'ailleurs, c'est même du pénal dans l'absolu. Hein. Si l'entreprise est toujours existante et si on sait que les cotisations ne sont pas payées, ça pourrait aller en pénal. Personne ne le fait jamais, mais le salarié n'est pas responsable des paiements des cotisations des employeurs, sinon on tombe sur la tête. Hein. Nous, en Guadeloupe, je ne vous en parle même pas. Mais le paiement des cotisations, c'est un document qu'on peut demander. Bah après, vous avez la copie de vos chèques, par exemple, tout bêtement. Hein. Vous prenez votre relevé bancaire, vous stabilotez tous les chèques que vous avez faits et vous vous demandez s'ils ont bien la correspondance. Et si vous faites de comptabilité... Ils sont enregistrés. Non, mais je ne dis pas le contraire. Moi, personnellement, je suis une formation comptable. Bêtement, quand j'ai un client et qui me dit, voilà, j'ai payé 1 000 € le premier trimestre, 2 000 € le troisième trimestre, dans mon compte 646, dans mon bilan, j'ai le montant des différents paiements payés au SSI, au RSI, à ce que vous voulez. Donc, vous avez un service comptable, enfin, si vous tenez une comptabilité, si vous n'en tenez pas, c'est plus compliqué. Mais si vous avez une tenue comptable, vous pouvez dire, bah voilà, je vous ai payé tout ça, est-ce que vous me le confirmez ? Ils vont vous dire, oui, on a des paiements et ça a généré des droits ou pas. D'accord ? Maintenant, je fais plus de chèques, c'est des prélèvements. Ah, mais c'est mieux, des virements, il n'y a rien de mieux, parce qu'un chèque, moi aussi je peux vous faire un chèque, mais s'il n'est pas débité, c'est pour ça que au niveau des administrations, on vous demande la copie du relevé maintenant. Par rapport à des chèques, les virements, on a une traçabilité, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à des chèques, c'est pas parce que j'ai fait un chèque, et même j'ai fait un chèque, il est débité, qui me dit que c'était au RSI. Je ne sais pas, ça peut être n'importe qui. Hein. D'accord ? Donc, je vous invite à faire des virements. On va avancer sur notre point 4, parce que sinon, on va passer la soirée ensemble. Hein. D'accord ? Donc, je vais vous donner quand même la réponse de ce dossier-là que j'ai fait l'année dernière. Donc, en effet, 137 trimestres, 2001, 2004, 1, 2, 3, 4, ça fait 4 années, donc ça nous fait 4 x 4, 16 trimestres. 7 et 8, donc ça nous en fait encore 8, donc 16 et 8, ça nous fait 24. 24 plus les 137, plus l'année 2021, plus l'année 2022. Et bien au 1er octobre, le monsieur, il a pu partir à la retraite. En carrière longue même, puisqu'il est né en 62. Je l'ai rencontré en janvier, quand je lui ai annoncé le 1er octobre. Je crois qu'il a mis 9 mois avant de réaliser, parce que c'est en septembre qu'il m'a dit « Ok, je pars le 1er octobre ». Et donc, j'ai fait son dossier au mois de septembre. Et il est parti le 1er octobre. Il a été payé en février ou en mars. Et voilà. Mais le 1er octobre, il a dit au revoir à son employeur. Monsieur Roux est né le 15 août 61. Son relevé de carrière affiche 162 trimestres au 31/12/2022. Il a 2 années d'études pour son BTS.
Indice, il faut obtenir 168 trimestres pour un taux plein. À quel âge, à quelle date peut-il partir? Allez. Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Donc déjà, on sait qu'à 62 ans, il peut partir, pas de souci. Hein, qu'il aurait pu partir au 1er septembre, s'il avait 1er septembre 2023. Il aurait ses trimestres, s'il avait ses trimestres, sauf que là, il en a 162. Donc jusqu'au 30 août 2023, ça lui valait que 2 trimestres. Une subtilité, l'année de départ en retraite, si vous partez le 1er septembre, vu que le 3e trimestre n'est pas terminé, vous ne validez que 2 trimestres. C'est pour ça d'ailleurs, sur vos relevés de carrière, quand on vous fait partir toujours un jour en début de trimestre. Vous allez partir le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre. Rien ne vous empêche de partir le 1er septembre. Hein. Sauf qu'au 1er septembre, vous aurez validé 2 trimestres, alors qu'au 1er octobre, vous en aurez validé 3. D'accord? Donc en l'occurrence, là sur 2023, si je le faisais partir au 1er septembre 2023, il aurait validé 2 trimestres. Donc 162 et 2, ça nous fait 164. Il lui en faut 168, il lui en manque 4. Sauf qu'il a fait des années d'études. Ça, on n'en a pas parlé. Eh bien non, on ne peut pas parler de tout. Donc là, c'est ce qu'on appelle le rachat de trimestres potentiel. Donc il y a différents cas où on peut racheter des trimestres, c'est des années incomplètes, par exemple parce que vous n'avez pas cotisé sur 800 SMIC horaires, on peut racheter des trimestres, donc pour les indépendants notamment. Et notamment quand vous avez fait des études supérieures, et on peut racheter au total, tout motif confondu, jusqu'à 12 trimestres. Dans son cas, à lui, il lui en manque que 4. Donc il faut regarder toujours mathématiquement, est-ce que le rachat de 4 trimestres vaut le coup? Donc si les 4 trimestres lui coûtent 8 000 euros, et qu'il arrive à partir en avance, pourquoi pas? Si ça coûte trop cher, ben on abandonne l'idée. Mais l'idée, c'est de lui dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'il puisse partir à l'âge légal et avec le taux plein. Hein? Donc c'était ça, c'était étudier s'il y a une possibilité de rachat de trimestre. Et ensuite, le dernier, je crois, M. Fillon est né le 21 janvier 62, il totalise 160 trimestres. À quelle date pourra-t-il partir en retraite, taux plein ou non? 1er février, 1er août ou 1er janvier. Donc, en l'occurrence, donc il est né en 62, donc il peut partir à 62 ans et 3 mois. Oui. On est d'accord, hein? Donc ça veut dire il pourrait partir au 1er avril, 62 ans. Vas-y, mais Ben non, parce qu'il aura que 62 ans et c'est 62 ans et... non, et 6 mois, c'est 62 ans. Non. Et 6 mois, si, c'est 6 mois. C'est ce qu'on avait dit, c'est 62 ans et 6 mois. Ah oui, C'est 6 mois en 62, pardon. Ah oui, c'est Donc ça. ça sera le 1er août. Il pourra partir le 1er août 2024. Sauf que le 1er août 2024, il aura combien de trimestres? Ben, il en aura, j'ai fait les différents cas, donc il en aura 166. Donc en 2023, il en aura attrapé 4. Et en 2023, il n'en aura attrapé que 2 à cette date-là, donc 166 trimestres. Et il lui en faut 169. Donc il lui en manque 3. Donc, soit il décide de partir avec un taux minoré, mais ad vitam aeternam, soit les 3, il trouve une solution peut-être pour les racheter, ou alors il décale son départ de 3 trimestres. Mais il faut étudier hein, l'opportunité de rachat ou d'année incomplète quand il était au statut de travailleur indépendant. On a des rachats Fillon, on a des rachats Madelin, on a plein de possibilités. Moi, mon activité, elle n'est pas simplement de faire des dossiers retraite pour faire des dossiers retraite, c'est faire de la stratégie retraite. D'accord? Donc je crois qu'on a fini. Donc la retraite, c'est pas simplement déposer un dossier en ligne. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, obtenir votre relevé de carrière et le contrôler surtout, vérifier toutes les absences, donc ce qui est ton cas Véronique, valider l'âge du taux plein, ça vous permettra si vous décidez de reprendre une activité, eh ben de faire une deuxième retraite. Alors si vous reprenez une activité, vous serez plafonné dans la deuxième activité en termes de revenus et déterminer le montant de votre rente future. Si demain je vous dis bah, tu auras droit à 1 300 euros, il faut se poser la question comment je vais vivre avec 1 300 euros. Est-ce que c'est opportun de partir tout de suite? Est-ce qu'on attend? Est-ce que je pars et puis je fais un cumul emploi-retraite? D'où se poser la question du cumul emploi-retraite et puis pourquoi pas pour ceux qui ont des conjoints analyser les pensions de réversion, savoir ce que monsieur ou madame aura si demain il se passe quoi que ce soit au sein du couple. Faire les demandes. Voilà, et puis après, c'est que
donc on en revient à la retraite par capitalisation. Donc c'est tout un ensemble, hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc voilà. Je suis désolée, j'étais peut-être un peu longue. Non, c'est pas bien. Voilà. Ça a été chaud, hein, mais je suis désolée. Vous avez été très assidus parce que ça peut être soporifique quand même. D'où l'intérêt pour certains jeunes aujourd'hui de cotiser quand même sur les plans d'épargne retraite. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, l'État est en train de préparer un texte qui va inciter les employeurs à faire de l'épargne salariale. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a 1 an et demi, ils ont annoncé les dividendes salariaux. Ça a remué parce que, attendez, la notion de dividende, elle est liée à la notion de risque, de capital. Moi, je suis patron, je dors pas toutes les nuits, je pose des questions sur comment payer mes salariés. Et là, on vient de me dire que sur tes bénéfices, il va falloir donner parce que l'État a décidé qu'il faudra donner. Donc ça va être un autre débat. Donc du coup, ils ont changé le terme, ça va s'appeler la prime de partage de valeur. Et là, c'est le rebondissement pour 2024, hein, c'est la prochaine étape. Hein. On n'entend que ça, la prime de partage de valeur. Une obligation en fonction au-delà de 20 salariés dans les entreprises. Donc encore les petites entités ne seront pas concernées, mais les entreprises d'un certain seuil seront concernées. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Moi, ça me fait sourire parce que je suis de 70. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire ma retraite par capitalisation. Alors j'ai fait comme tout le monde, hein, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On ne met pas tous les deux dans le même panier. Mais j'ai encore de la retraite. Je me dis non, je vais peut-être l'avoir la retraite. Je ne sais pas si je la verrai. Puisque là, en l'espace de 10 ans, il y a eu au moins 3 ou 4 réformes. Il me reste encore une décennie hein, avant ma retraite. Et ben, il va s'en passer tout autant. Je ne me fais pas d'illusions. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon calcul. Allez, je vais avoir 1500 €. Et dans 10 ans, je ferai quoi avec 1500 €? Donc, l'immobilier, la pierre, l'épargne, voilà, quoi, faut diversifier. Hein. Puis, de plus en plus, on arrive sur un système où les parents qui ont 60 ans continuent à aider les enfants qui ont 30 ans. Hein? Avant, c'était la maman, moi j'ai connu une dame qui avait 100 ans, elle aidait son fils de 70 ans. Maintenant, c'est l'inverse, hein. C'est nous les parents de 50, 60 ans qui allons aider nos enfants. Hein. Et comment ils vont faire ces enfants? Enfin, moi je prends ça au mien. Eux, ils ne peuvent pas capitaliser. Hein.